suis Véronique Descharrières, architecte, libérale. Je suis aussi co-directeur et associée de Bernard Tchoumi, urbaniste architecte à Paris, et on a une agence aussi à New York. Une fois que j'ai fait mes études et que j'ai passé mon diplôme en 90, j'ai essayé de démarrer ma carrière en tant qu'architecte libéral, mais j'ai eu la chance de rencontrer et de rentrer dans un concours avec l'agent Bernard Tchoumi sur le parc, c'était le parc d'entreprise de Chartres et puis le Fresnoy, donc deux concours la même année que l'on avait gagné et dont je me suis chargée, dont j'ai été chargée pour le développement des études. Quand on travaille sur des projets ici à l'agence, que ce soit des concours ou alors le développement de projets qu'on a gagnés, parce que principalement on fait des concours qu'on mène à terme dans des phases d'études et de réalisation. Donc le travail s'organise souvent d'ailleurs entre Paris et New York, puisqu'on a cette agence aussi à New York et Bernard lui-même est souvent à New York. Donc il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup je dirais d'implication des équipes des unes et des autres, et un peu comme chaque fois, je veux dire, les meilleures idées, les meilleures je dirais, solutions s'imposent assez vite dans un projet, et quand on a les chances de les gagner, par la suite, effectivement, cette fois-ci, on a des équipes en charge de la mise au point de ce projet. Le Fresnoy, qui était un projet assez étonnant puisqu'il s'agissait d'une école multimédia, mais d'une école multimédia dont le site avait été choisi dans le nord de la France sur d'anciens bâtiments industriels du début du siècle dernier, et il s'agissait, le concours nous laissait un peu carte blanche en nous disant voilà ce site tel qu'il est aujourd'hui, il avait été laissé à l'abandon depuis les années 70, vous pouvez le réutiliser ou vous pouvez complètement le démolir et repartir, je dirais un peu de zéro pour faire cette école du XXIe siècle qui s'adressait aux étudiants des Bac plus 5, plutôt avec un cursus d'artistes qui souhaitaient passer à la réalisation ou à la photographie ou au spectacle vivant. Il s'agissait de croisement des disciplines, une école conçue, dont le cursus pédagogique était conçu par Alain Fleischer. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce bâtiment industriel des années du début du siècle dernier, et que j'avais fait mon diplôme sur des lieux de spectacle et de l'image, je me suis dit c'est véritablement le Cinecittà français. Et donc, à cette époque-là, je ne connaissant pas vraiment bien Bernard Tchoumi, je lui ai dit il faut absolument conserver ça. Mais ma crainte était de dire, ma crainte par rapport à ça, c'était que Bernard Tchoumi était connu pour un travail très avant-gardiste, plutôt contemporain, et cette proposition de conserver des bâtiments historiques était un petit peu anachronique par rapport à ce travail-là. Alors donc on a regardé un petit peu le contenu du programme et puis la possibilité justement de conserver ces bâtiments, et on a travaillé, donc on a réalisé le concours en conservant la plupart de ces bâtiments, en les protégeant, en les couvrant par une grande toiture électronique et technique qui permettait justement de soulager tous les efforts, charge de neige, charge de vent sur les bâtiments existants. Et donc je dirais quelque part, pas de conserver, pas de faire de la conservation, mais de la préservation de ce patrimoine industriel du début du siècle dernier, et puis de créer à l'intérieur de ce patrimoine, avec des ajouts, avec des compléments bien entendu, et avec ce grand toit qui se superposait à l'ensemble du site industriel, donc de créer cette nouvelle école du XXIe siècle. Et aujourd'hui c'est un projet qui est toujours très remarquable dans le paysage de l'enseignement dans le supérieur. C'est une école qui fait date. Alors par la suite, alors peut-être je vais revenir aussi un petit peu sur mon parcours personnel, donc puisque d'un côté effectivement je travaille avec Bernard Tchoumi, urbaniste architecte, donc je suis associé et co-directeur, mais aussi j'ai cherché à, un peu comme on fonctionne sur deux jambes, à pouvoir mener aussi un travail, je dirais, indépendant, d'architecte libéral, d'ailleurs je suis architecte libéral, et de travailler, ce qui m'intéressait c'était un petit peu de travailler avec des artistes ou d'autres architectes, de créer un peu une plateforme de différents horizons,
que l'on a appelé Composite Architecte dans les années 90 à peu près, oui, l'époque où je terminais mes études, et avec laquelle on a gagné différents projets aussi internationaux, donc Europan avec une mention. J'ai fait un concours aussi sur la ville de Ames qui a été justement un des projets finalistes. Donc j'ai cherché aussi par la suite à évoluer dans un comment dire, parcours plutôt plus personnalisé et ouvrant d'autres voies, d'autres recherches, cherchant un petit peu justement à explorer d'autres environnements de l'architecture contemporaine, de la création contemporaine. Alors le projet du parc zoologique de Paris est vraiment un projet, je dirais, étonnant et inédit, et en tout cas auquel je ne m'attendais absolument pas dans ma carrière d'architecte, puisqu'on a une formation d'architecte qui est tournée sur la ville, sur l'humain, sur l'urbain, et à un moment donné, se poser la question de savoir comment réaliser des hébergements pour des animaux, pour des environnements, même des milieux écologiques, n'est pas forcément quelque chose que l'on rencontre aujourd'hui dans les cursus scolaires. Donc évidemment, c'est un sujet qui nous a été proposé par un partenaire et auquel je ne m'attendais pas. On nous a demandé est-ce que vous êtes capable de répondre à la question de l'intégration des animaux dans un paysage, de la création de ces paysages en regard de toutes les techniques et toutes les contraintes qui s'imposent justement à ces parcs, et puis bien sûr toute la question des flux aussi très importants, puisqu'il s'agissait d'accueillir à peu près plus d'1 million de visiteurs par an, donc le croisement des visiteurs avec des milieux animaliers, des écosystèmes reconstitués à dessein pour héberger les animaux. Et puis alors les héberger non pas, je dirais, dans la version historique de ce qu'on connaît des zoos, c'est-à-dire cette façon d'exposer un animal, de lui créer un enclos et de l'exposer un petit peu au vu de tous les visiteurs qui sont un peu comme des curieux personnages autour d'un animal, mais de penser et de réfléchir à la question du bien-être animalier. Et ça a été vraiment la question centrale, d'ailleurs qui, je dois dire, pour moi a été un peu aussi une remise en question de notre travail en tant qu'architecte, c'est-à-dire en tant qu'architecte, à partir du moment où le bien-être animalier devenait la contrainte, ou en tout cas la priorité de notre réflexion, évidemment, tous les archétypes de ce qu'on a connu en architecture n'étaient plus utilisables, et il a fallu inventer, innover de nouveaux langages, et proposer justement une architecture tout à fait différente de celle que vous pouvez connaître ou voir dans les zoos du monde entier, puisque pour ce travail, j'ai été amenée à aller visiter vraiment tous les zoos du monde entier, notamment bien sûr tous les zoos historiques qu'on connaît, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou en Asie, et d'en arriver à la conclusion qu'il fallait évidemment réinventer quelque chose de tout à fait nouveau à partir du moment où le bien-être devenait l'enjeu principal. Le travail sur le zoo nous amène à nouveau à travailler justement en partenariat avec des zoologues, des paysagistes, Jacqueline Hosty, avec laquelle on a travaillé vraiment, je dirais, conjointement sur la création de ces nouveaux paysages, l'architecture venant vraiment structurer, conforter 6 biozones importantes. On avait un site de 15 hectares à redécouper avec 6 environnements qui représentent donc les climats et les atmosphères de la Patagonie jusqu'au Sahel-Soudan, en passant par des climats tropicaux pour Madagascar par exemple, ou pour la Guyane. Et à ce sujet-là, on a été amené à créer une énorme bulle, donc une grande serre tropicale en plein milieu de Paris, pour accueillir et héberger justement les animaux de ces écosystèmes particuliers. On a des projets un petit peu dans le monde entier. On travaille alors beaucoup entre
Paris et New York, donc on travaille sur différents projets avec Bernard Tchoumi, urbaniste architecte. On travaille en Suisse, on travaille en Hollande, on travaille à Athènes, donc on vient d'en parler sur le projet du musée de l'Acropole, qui est un projet aussi tout à fait particulier, singulier. On travaille aussi beaucoup en France, donc d'ailleurs on mène beaucoup de projets en France avec des grandes salles de spectacle, des zéniths réalisés à Rouen, à Limoges, une grande salle, un complexe de différentes salles à Bordeaux qui s'appelle le Rocher Palmer, des ouvrages d'art. On a fait aussi une passerelle avec un ingénieur qui s'appelle Hugh Datton. On a fait une passerelle au-dessus de la voie ferrée de La Roche-sur-Yon pour l'accueil du TGV. Voilà, donc des projets, je dirais, vraiment d'une grande diversité, et ça c'est ce qui m'intéressait dans le métier de l'architecture, c'est cette diversité qu'on peut rencontrer, qu'on peut justement être amené à réfléchir avec juste nos outils, avec la façon dont on essaye d'aborder chacune des questions qui nous sont posées sur des sujets. Il ne s'agit pas, en tout cas pour moi, d'avancer sur une écriture architecturale qui se précise et qui se définit et qui s'impose, je dirais, pratiquement à tous les sujets, mais c'est plutôt l'inverse, c'est de prendre chacune des questions, chacun des sujets, et d'essayer de comprendre quelle est la plus-value architecturale qu'on va pouvoir apporter, quelle est l'idée phare, un petit peu, l'idée, le concept qui peut se développer, qui peut devenir un peu le générateur de la complexité que d'ailleurs ce métier est amené à rencontrer, à faire se partager par différents partenaires. On a parlé pour le zoo des paysagistes, des zoologues, des vétérinaires, mais sur chacun des projets, que ce soit une salle de spectacle ou un parc zoologique, on a ce foisonnement des contraintes, et l'architecte est un peu comme un réalisateur amené à proposer des règles du jeu et une façon de pouvoir traverser et emmener un projet jusqu'à son terme. L'enseignement est important aussi, je trouve, dans notre métier, et je dirais que c'est presque un échange, donc il est important parce que, effectivement, en tant qu'architecte, une fois qu'on a une certaine pratique, on peut apporter des choses aux étudiants, mais je dirais que ça se passe aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que être enseignant et se retrouver entouré de jeunes aspirants à l'architecture, de jeunes étudiants, c'est quelque chose d'extrêmement stimulant, extrêmement on dit en anglais challenging, parce qu'effectivement ça nous remet parfois en cause et ça nous pose des questions auxquelles on est amené à essayer de trouver d'autres réponses. Donc oui, l'enseignement, je trouvais quelque chose de très riche et très important pour faire ce chemin, puisque j'estime que le métier d'architecte est presque un chemin qui nous amène petit à petit à chaque fois sur d'autres voies, d'autres horizons. La question des femmes dans l'architecture, effectivement, elle se pose. Alors soit, je dirais de manière parfois un peu caricaturale, en disant est-ce qu'il y a une forme d'architecture féminine et une forme d'architecture masculine? À ça, évidemment, je réponds que non, que l'architecture n'est pas un genre, mais plutôt une profession, et effectivement une discipline qui nous amène à apporter des réponses avec la complexité et la singularité de chaque personnalité. Par contre, évidemment, le cadre dans lequel on évolue tous, que ce soit depuis l'école jusqu'à notre activité professionnelle, nous amène à rencontrer des structures qui, elles, cette fois-ci, sont effectivement relativement cadrées, relativement caractérisées, et en effet, aujourd'hui, on le voit bien, que ce soit en politique, mais en architecture et dans d'autres disciplines, la position des femmes est effectivement pas encore tout à fait celle qu'elle devrait être, et j'aime bien souvent me rappeler cette phrase de Mao Tse-tung qui dit « On ne peut pas ignorer les femmes, elles soutiennent la moitié du monde, du ciel ». Et effectivement, si on se rapporte à cette phrase-là qui parle de la moitié du monde, aujourd'hui, quand on regarde notre profession, non, les femmes ne sont pas représentées, je dirais, de manière équivalente dans la profession.
Souvent on nous dit, est-ce que c'est bien de stigmatiser l'architecture par cette particularité de la féminité? Donc sur la question du genre, l'architecture, je crois qu'on est d'accord, c'est pas une question de genre, mais par contre sur la question de la représentation et sur la question de la visibilité, le prix Femmes Architecture est forcément quelque chose de très important, et d'ailleurs on le voit que ce soit dans d'autres domaines, et pour cette fois-ci des prix alors qu'on pourrait caractériser de masculins. Oui, c'est important. On sait que quelqu'un qui reçoit un prix de Sker, quelqu'un qui reçoit un prix, même un premier prix à travers un concours et autres, devient quelqu'un de plus visible, de plus sollicité, et donc effectivement permet d'intervenir de manière un petit peu plus large dans le milieu, dans le cadre de sa profession. Et comme je le disais, pour les femmes, parfois, il est difficile, il est très facile de travailler, de s'atteler au même labeur que les hommes, de faire les mêmes charrettes, de faire le même travail sur les chantiers. C'était une question qui avait été relevée au siècle dernier. Les femmes, soi-disant, ne pouvaient pas monter sur des échelles. Bon, aujourd'hui, bien sûr, on est passé au-delà de ces questions. Mais par contre, dans la question de la prise de décision, la question de la gestion d'un budget, la question de la prise de parole, oui, aujourd'hui on est quand même sous-représenté dans le milieu féminin, et je pense que ce prix Femmes Architecture peut apporter un plus par rapport à ce qui est aujourd'hui notre cadre de travail.